Bonjour à tous, dans ce premier exercice du deuxième contrôle continu de fondement des maths en 2024, on va chercher à établir ou à étudier l'injectivité et la surjectivité de 5 fonctions f, g, h et jk définies entre différents ensembles. Alors la première, ça n'a pas dû vous surprendre beaucoup, c'est quelque chose que je pense vous avez déjà fait, c'est une fonction qui va de R2 dans R2 et qui a xy associe x plus 2y, x moins y. Donc c'est une fonction qui prend un couple de réels et qui le transforme en un autre couple de réels. Alors, étudions l'injectivité de f. Comment est-ce qu'on fait ça? La question du coup, c'est est-ce que si je prends deux points qui ont la même image, alors forcément c'est le même? Bon, alors ça ne me saute pas aux yeux, on va donc essayer. Je vais prendre deux éléments de l'espace de départ, R2. Je vais supposer qu'ils ont la même image par f, donc que f de x1, y1 égale f de x2, y2, et je vais voir si j'arrive à en déduire que x1, y1 égale que x1, y1 égale x2, y2. Je suppose qu'ils ont la même image. Hop là, f de x1, y1 doit être égal à f de x2, y2. Peut-on en déduire que x1 égale x2 et y1 égale y2 et pas yn? Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça nous dit f de x1, y1 égale f de x2, y2? F de x1, y1, c'est x1 plus 2y1, x1 moins y1. Et ça doit être égal à x2 plus 2y2, x2 moins y2. Donc, on peut écrire ça sous forme de système. Si un couple de réels, si deux couples de réels sont égaux, c'est que leurs coordonnées sont les mêmes. Donc x1 plus 2y1 doit être égal à x2 plus 2y2. Et x1 moins y1 doit être égal à x2 moins y2. D'accord? Alors là, on remarque que on peut, par exemple, soustraire la première ligne à la deuxième. Comme ça, il n'y aura plus que des y sur la deuxième ligne. Et pareil de l'autre côté. Donc si je fais L2 moins L1, je soustrais la première ligne à la deuxième. Donc, du coup, la première ligne, elle n'a pas bougé. 1 plus 2y1 égale x2 plus 2y2. Et en bas, j'obtiens, donc x1 moins x1, ça se simplifie, moins y1 moins 2y1, ça me fait moins 3y1, égale moins 3y2. Et du coup, là, on en déduit que y1 égale y2, du coup. Mais du coup, si y1 égale y2, du coup, 2y1 égale 2y2, et je peux simplifier ces deux-là de chaque côté, puisqu'ils sont égaux. Et on obtient donc x1, y1, x1 égale x2, y1 égale y2, ce qui revient à dire que x1, y1 égale x2, y2. Donc la fonction f, elle est injective. Premier résultat, f est injective. Regardons maintenant la surjectivité de f. La surjectivité, alors attention, on ne va pas se prendre les pieds dans le tapis avec les quantificateurs. On ne se demande pas si pour tout xy, il existe un AB tel que f de xy égale AB. Ça, forcément, si je prends un xy et que je calcule f de xy, ça va me faire un couple de réels. Ça, c'est pas une information. La question, c'est si je prends un AB, est-ce que je peux trouver un xy que si je donne à manger à f, ça va faire AB? Donc soit AB dans R2, la question c'est est-ce qu'il existe un xy dans R2 tel que f de xy égale AB? Alors f de xy égale AB. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que
x plus 2y, ça doit être égal à a. Et x moins y, ça doit être égal à b. Alors là, on voit que je vais pouvoir faire la même opération en fait que ce que j'avais fait pour l'injectivité. Je vais pouvoir soustraire la deuxième ligne à la première. Et ça me dit x plus 2y égale a. Et maintenant, les x se simplifient. Il me reste moins 3y égale b moins 1. Et là, je vais pouvoir en déduire y déjà. Donc on obtient y égale b moins a sur moins 3, c'est-à-dire a moins b sur 3, en multipliant par moins 1 en haut et en bas. Mais maintenant, si y c'est a moins b sur 3, bah du coup, x c'est a moins 2 a moins b sur 3. Et si je mets tout le monde sur un dénominateur, j'obtiens donc 3a moins 2a moins b, donc plus b, sur 3, ce qui me fait a plus b. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, a plus 2b sur 3. Je me disais bien aussi qu'il y avait un truc qui n'allait pas ici. Donc ici, j'ai moins 2 fois moins b, ça me fait plus 2b, excusez-moi du cafouillage. Et donc j'ai a plus 2b sur 3. Donc d'après ce que j'ai trouvé, on peut vérifier. Si je prends n'importe quel AB dans R2, dans l'espace d'arrivée, alors f de a plus 2b sur 3, a moins b sur 3, ça va être égal à AB. Donc tout élément AB dans R2, dans l'espace d'arrivée, c'est pas toute image, c'est tout élément de l'espace d'arrivée a un antécédent. J'ai lu souvent, on veut savoir si toute image a un antécédent, mais ça c'est évident. Une image, par définition, ça a un antécédent. La question, c'est est-ce que tout le monde est une image? Est-ce que tous les éléments de l'espace d'arrivée sont l'image par f d'un élément de l'espace de départ? Une image, par définition, ça a un antécédent. La question, du coup, c'est plutôt est-ce que tous les éléments de l'espace d'arrivée sont des images, c'est-à-dire ont des antécédents? Et ici, on a obtenu que oui, si je prends n'importe quel AB, sans supposer que c'est une image, bah, j'arrive à montrer qu'effectivement, c'en est une. Donc f est surjective. Toc. Ensuite, on va s'intéresser à une autre fonction, la fonction qui va de R dans R et qui à x associe x au carré. G, c'est la fonction qui à x dans R associe x au carré. Également dans R. Alors, regardons déjà si elle est injective. La question du coup, c'est est-ce que si g de x égale g de y, je peux en déduire que x égale y? Mais si je calcule g de x, ça fait x au carré, g de y, ça fait y au carré, est-ce que si x au carré égale y au carré, je peux obtenir x égale y? Bah, pas forcément, c'est pas obligé. Par exemple, si on prend deux points opposés, ils vont avoir la même image. Et donc là, pour être vraiment sûr d'avoir montré que la propriété ne fonctionnait pas, il faut qu'on trouve un contre-exemple explicite. Donc par exemple, on peut prendre, je sais pas moi, moins 5 et 5. On a 5 est différent de moins 5, ça je pense que vous serez d'accord. Mais g de 5, qui fait 25, c'est le même que g de moins 5. Donc on a montré qu'il existait deux réels x, x' dans R, dans l'espace de départ, tels que x est différent de x' et g de x égale g de x'. Et ça, c'est la négation de la définition de l'injectivité. La définition de l'injectivité, c'est pour tout x, x' dans l'espace de départ, si x est différent de x', alors g de x est différent de g de x', et la négation de x différent de x' implique g de x égale g de x', c'est x égale différent de x' et g de x égale g de x'. Donc on a montré que la négation de l'injectivité était vraie pour g, donc g n'est pas injective. Maintenant, est-ce qu'elle est surjective? Est-ce que tous les réels
sont l'image par G d'un x. Est-ce que pour tout A dans R, il existe un x tel que G de x égale A? Bah non, parce que G de x, c'est forcément positif. G de x, c'est un carré. Donc surjectivité. La question, c'est est-ce que pour tout A dans R, il existe un x tel que x au carré égale A? Et non, on ne va pas pouvoir faire ça pour tout A dans R. Par exemple, si je prends moins 3, il n'y a pas de x tel que x au carré fait moins 3. Il n'y a pas de x dans R tel que x au carré fait moins 3. Pour tout x dans R, x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout x dans R, x au carré, ça ne peut pas être égal à moins 3. Du coup, il existe un A dans R, ici c'est moins 3, tel que, pour tout x dans R, G de x est différent de A. Et ça, c'est la négation de la définition de la surjectivité. La définition de la surjectivité, c'est pour tout A dans R, il existe un x dans R tel que G de x égale A. On a donc montré la négation de la définition de la surjectivité. Surjective, ça suffira. Donc G n'est pas surjectif. Alors, on passe maintenant à une troisième fonction. Quelle est-elle? C'est une fonction qui va de n dans n et qui a un entier associe 2n plus 1. Donc h va de n dans grand N, elle prend un entier n, elle le multiplie par 2, elle lui ajoute 1, et ça me donne un nouvel entier n. Est-ce que cette fonction est injective? Bah, ça a l'air pas trop mal parti, je pense, donc essayons de le montrer. Si je prends deux éléments de l'espace de départ, si je prends n1 et n2 dans grand N, et que je suppose que h de n1 égale h de n2, est-ce que j'arrive à en déduire que n1 égale n2? Bah, si h de n1 égale h de n2, alors 2n1 plus 1, c'est égal à 2n2 plus 1. Je peux soustraire 1 de chaque côté, ça me fait 2n1 égale 2n2. Et je peux diviser par 2 de chaque côté, et ça me dit n1 égale n2. Donc si j'ai h de n1 égale h de n2, alors forcément n1 égale n2. Donc h est injective. Maintenant, est-ce qu'elle est surjective? Est-ce que pour n'importe quel entier A, je peux trouver un n tel que h de n égale A? Bah, ce que je peux remarquer, c'est que h de n, c'est forcément un impair. Donc si je prends A égale 4, ça va être difficile pour que h de n soit égal à 4. Autre chose aussi, h de n, c'est toujours plus grand que 1. N, il est positif, et 2n plus 1, c'est plus grand que 1. Du coup. Et du coup, si je prends 0, 0, il appartient à n, il appartient à l'espace d'arrivée, mais on ne va pas pouvoir trouver de n tel que 2n plus 1 égale 0. Donc là, il y a deux façons de répondre, soit en utilisant la parité de h de n, soit en utilisant le fait que ce soit plus grand que 1. Dans tous les cas, on peut trouver des points qui n'ont pas d'antécédent par h. Donc là, on peut dire que pour tout n dans grand N, h de n est impair. Donc, pour tout n dans grand N, h de n est différent de 48, par exemple. Une autre méthode, que je mets sur le côté, c'est de dire, pour tout n dans grand N, h de n est supérieur ou égal à 1. Donc, pour tout n dans grand N, h de n est différent de 0. Donc les deux méthodes fonctionnent, c'est pour ça que je mets les deux. Vous n'étiez pas obligé de faire les deux, évidemment, une seule suffisait. Dans tous les cas, on atterrit sur la même chose. Il existe un entier A, donc soit 48, soit 0, tel que, pour tout n dans grand N, h de n est différent de A. Et ça, c'est pile la négation de la définition de la surjectivité. Donc, h n'est pas injective.
N'est pas surjective, excusez-moi. C'est la surjectivité qu'on étudie ici. H n'est pas surjective. Ensuite, on étudie la fonction J. Alors J, elle va de R3 dans R, elle prend 3 réels, un triplet de réels, et elle fait le produit des 3. Remarquez que c'est notre premier exemple où l'espace de départ et l'espace d'arrivée, c'est pas le même, et ça va donc être intéressant de voir quand est-ce qu'il nous faut un élément de l'espace de départ et quand est-ce qu'il nous faut un élément de l'espace d'arrivée. Ici, si vous faites x, y, z, c'est un réel, c'est pas un triplet. Alors, est-ce que cette fonction-là, elle est injective? Est-ce que si j'ai deux triplets de réels, x, y, z et x', y', z', et que tout ce que je sais, c'est que quand je fais le produit des trois, ça donne la même chose, est-ce que forcément ces trois triplets sont égaux? Est-ce que x égale x', y égale y', et z égale z'? Bah, ça me paraît mal parti parce que quand je fais le produit x, y, z, bah, c'est pareil que si j'avais fait le produit y, x, z. Quand je fais un produit, je peux le faire dans n'importe quel ordre. On dit que le produit réel est commutatif, si vous connaissez le mot. Et du coup, bah, ça veut dire que si je fais par exemple G de J2, enfin si je fais 0 fois 1 fois 2, donc c'est J de 0, 1, 2, ça va faire la même chose que si je fais J de 2 fois 1 fois 0 par exemple. Et c'est 1, 2, je sais plus ce que j'ai dit, mais 0, 1, 2 et 2, 1, 0, ce ne sont pas les mêmes triplets. Ce pas les mêmes éléments de R3. Une autre façon de le voir, c'est que s'il y a un 0 parmi x, y et z, quels que soient les autres, ben, ça va faire 0 de toute façon. Donc là, il y a beaucoup de façons de se rendre compte qu'en fait, non, pour un même résultat x, y, z, il peut y avoir plein de triplets différents qui donnent ce même résultat. Donc par exemple, si je prends, comme j'avais dit, 0, 1, 2, donc on considère 0, 1, 2 et je sais pas moi, 1, 0, 3, pourquoi pas. Alors ils sont différents. 0, 1, 2, c'est pas le même que 1, 0, 3. Mais J de 0, 1, 2, donc c'est 0 fois 1 fois 2, ça fait 0. C'est pareil que J de 1, 0, 3, qui fait 1 fois 0 fois 3. Donc, il existe deux éléments de R3, x, y, z qui est égal à 0, 1, 2, et x', y', z' qui est égal à 1, 0, 3, qui sont différents, mais qui ont la même image. Et ça, c'est la négation de la définition de l'injectivité. Donc, bah, du coup, J n'est pas injective. Considérons maintenant la surjectivité. La surjectivité, c'est est-ce que si je prends un élément dans l'espace d'arrivée, est-ce qu'il a un antécédent? Est-ce qu'il a un x, y, z, tel que x fois y fois z, ça fait cet élément de R. Donc, je vais prendre un A dans R, et il me faut un seul A. L'espace d'arrivée ici, c'est R. Donc, quand j'étudie la surjectivité, il faut que je prenne un élément de l'espace d'arrivée, il me faut un réel, pas trois. J'ai vu souvent, est-ce qu'on peut trouver x, y, z tel que j de x, y, z égale ABC? C'est pas vraiment ça la question. La question, c'est on ne prend pas un triplet de réel, on ne prend pas un élément de l'espace de départ quand on étudie la surjectivité, on prend un élément de l'espace d'arrivée et on cherche s'il a un antécédent. Ici, l'espace d'arrivée, il ne faut pas regarder la formule de J, il faut juste regarder c'est qui l'espace d'arrivée. C'est quel ensemble qui est au bout de la flèche là. Ici, l'ensemble, c'est R, donc la surjectivité, je prends un A dans R, c'est tout ce que je sais sur A, je ne sais pas que c'est un A fois B fois C ou quelque chose comme ça, et je veux savoir s'il a un antécédent. Donc je cherche un élément de l'espace d'arrivée,
un élément d'espace de départ, pour le coup, un x, y, z dans R3, dans cet ensemble-là, tel que j de x, y, z égale A. C'est-à-dire tel que x, y, z égale A. Alors, est-ce que je peux trouver trois réels tels que si je les multiplie, ça fait A? Bah, on peut prendre x égale A, puis les deux autres égaux à 1. Si je fais A fois A11, J de A11 c'est A fois 1 fois 1, bah ça fait A du coup, quel que soit, J de A11 ça fait A. Donc pour tout A dans R, quel que soit celui que je choisis, je peux trouver un x, y, z, et en fait il y en a plein, dans R, tel que J de x, y, z égale A, et ça c'est la définition de la surjectivité. Donc J, elle est surjective. G est surjective, pas surjectivite. Décidément, j'ai absolument envie d'écrire ça aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai écrit ça aussi au-dessus. J n'est pas injectivité, là autre chose. Ça veut rien dire. Excusez ce cafouillage, c'est le problème de parler en écrivant. Voilà. J n'est pas injective et J est surjective. Remarquez un truc d'ailleurs avec cette histoire d'espace de départ, d'espace d'arrivée dont on cherche un antécédent dans l'espace de départ. J'ai vu beaucoup de fois dans cet exercice-là que que H était surjective parce que on peut résoudre 2n plus 1 égale A, donc 2n égale A moins 1, donc n égale A moins 1 sur 2. Parce que si je fais ça, n il n'est pas forcément dans l'espace de départ. Et quand on cherche un antécédent dans l'espace de départ. J'aurais dû le dire tout à l'heure. J'y repensais là avec J et l'histoire des espaces de départ et d'arrivée, où est-ce qu'on prend les éléments. Et ici, si on fait comme ça, on obtient certes une sorte d'antécédent, mais il n'est pas dans le bon ensemble. A-1 sur 2, ça appartient pas à n si A est pair. Et justement, le cas où A est pair, c'est le cas où il n'y a pas d'antécédent. Du coup, oui, A-1 sur 2, si on applique la formule 2n plus 1, ça fait A, mais ça n'a rien à voir avec la fonction h, parce que la fonction h, elle est définie sur les entiers, pas sur les fractions divisées par 2. Donc j'aurais dû dire ça avant, mais ici, pour la surjectivité, on ne pouvait pas juste résoudre l'équation. Il faut aussi vérifier que l'élément qu'on a obtenu, il appartient à l'espace, au bon ensemble. Et ça va être particulièrement important pour la dernière fonction, où on regarde une fonction k, c'est k de x égale x carré plus 1. X, c'est un réel, x carré plus 1 aussi, mais la fonction, on ne la regarde pas de R dans R tout entier, on la regarde seulement de 0,1 dans 1,2. Donc k, c'est une fonction qui va de l'ensemble 0,1 dans l'ensemble 1,2 et qui est x associé x carré plus 1. Une première question qu'on pourrait se poser, du coup, c'est est-ce que cette fonction, elle est bien définie? Est-ce que c'est vrai que si je prends un x entre 0 et 1, alors x carré plus 1, c'est entre 1 et 2? Bah, si x est entre 0 et 1, x au carré, c'est aussi entre 0 et 1. Donc x au carré plus 1, c'est entre 1 et 2. Donc cette fonction-là est bien définie. Alors, est-ce qu'elle est injective? Ben, tout à l'heure, quand on avait un carré, on avait eu un problème d'injectivité parce qu'on pouvait prendre deux éléments opposés, x et moins x, et ils avaient la même image par la fonction, c'était g. Est-ce que le même problème se pose ici? Parce qu'on a à nouveau un carré. Mais là, x, on le prend forcément dans 0,1. Donc si je prends x et x' tel que k de x égale k de x', x et x' sont tous les deux positifs, donc ils ne peuvent pas être opposés. Donc ce problème-là ne se pose pas. Alors voyons si du coup on y arrive.
soit x dans 0, 1 du coup, et on suppose que k de x égale k de x'. On a alors x au carré plus 1 égale x' au carré plus 1. On peut simplifier les 1 et on obtient x au carré égale x' au carré. Et quand deux éléments, deux réels ont le même carré, on peut en déduire qu'ils ont la même valeur absolue. Donc là, si on prend la racine carrée de chaque côté, on n'obtient pas forcément x et x', on obtient valeur absolue de x et valeur absolue de x'. Mais x et x', ils appartiennent à 0, 1, donc ils sont supérieurs ou égaux à 0. Donc x, valeur absolue de x, c'est égal à x. Valeur absolue de x', c'est égal à x'. Et donc on obtient bien x égale x'. Donc la fonction k est injective. Alors maintenant, est-ce qu'elle est surjective? J'ai vu un certain nombre de justifications de la surjectivité où vous aviez calculé k de 0 et k de 1. Vous avez trouvé que k de 0 ça fait 1, k de 1 ça fait 2, et vous en avez conclu immédiatement que k était surjective. Alors attention, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans, parce que je peux vous faire une fonction telle que k de 0 égale 1 et k de 1 égale 2, et qui n'est pas surjective du tout. Pour que ça marche, il faut que k soit continu, parce que dans ce cas-là, par le théorème des valeurs intermédiaires, alors on pourra dire que pour toute valeur entre k de 0 et k de 1, par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un x entre 0 et 1 tel que k de x est égal à cette valeur. Mais il faut utiliser la continuité et dire que ce que vous utilisez en fait, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Juste dire k de 0 égale 1, k de 1 égale 2, donc c'est bon, n'est pas un argument valide. Tout ce que vous avez fait, c'est montrer que 1 et 2 ont un antécédent, pas que les autres ont un antécédent. Donc je ferme la parenthèse sur ce raisonnement qui ne marche pas. Le plus simple, en fait, c'est de revenir encore une fois à la définition. Donc soit A appartenant à 1, 2, je cherche un x tel que k de x égale A. Un x dans 0. Soit je vais réussir à le trouver, soit ça va me donner une idée de contre-exemple. Si k de x égale A, c'est donc que A est égal, que x au carré plus 1 égale A. Je vais écrire dans le même sens. Et il faut qu'on trouve le x. Donc déjà, on peut voir que x au carré égale a moins 1. Et a moins 1, comme a appartient à 1, 2, c'est positif. Donc là, c'est pas fichu. Et là, il faut le dire, parce que si a moins 1 c'était négatif, bah, je ne peux pas trouver de x tel que x au carré égale a moins 1. Donc, comme a est supérieur ou égal à 1, a moins 1 est supérieur ou égal à 0, donc je peux prendre la racine carrée. Et si je prends la racine carrée, donc je peux prendre soit racine de a moins 1, soit moins racine de a moins 1. Mais si je veux que x il appartienne à 0,1, il faut que je prenne la racine positive. Donc x au carré égale a moins 1, ça a deux solutions si a est positif. Racine de a moins 1 et moins racine de a moins 1. Et là, je choisis la racine positive parce que moi, je veux que x il appartienne à 0,1, donc je veux pas qu'il soit négatif. Pareil, il faut le dire. Dans ce cas-là, du coup, x est supérieur ou égal à 0, c'est ce que je viens de dire. Et de plus, est-ce qu'il est plus petit que 1? On a a appartient à 1, 2. Donc, a-1 appartient à 0,1. Donc, racine de a-1, c'est-à-dire x, est inférieur ou égal à 1. Si je prends la racine carrée d'un nombre plus petit que 1, ça fait quelque chose de plus petit que 1. On en déduit que
K est effectivement surjective. Parce que du coup, on a trouvé un X dans l'espace d'arrivée, dans l'espace de départ, tel que K de X égale A. Et c'est tout ce qu'on avait à faire sur cet exercice qui recouvre un peu beaucoup de cas possibles d'injectivité, surjectivité et autres. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.